Bonjour. Aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur comment monter son dossier médical lorsque vous avez, par exemple, un effet secondaire de vaccins, notamment Covid. C'est un point qui est fondamental parce que si votre dossier est mal monté, vous aurez à faire face à un rejet immédiat et même une certaine forme de découragement. Alors déjà, la, la- la- la mauvaise, la mauvaise manière de faire, c'est d'aller voir les médecins qui vous ont suivi en disant docteur, j'ai été vacciné contre le Covid une fois, deux fois, trois fois ou 10 fois pour les plus obstinés. Est-ce que, à votre avis, il y a un lien entre ma pathologie et le vaccin Covid? 9 fois sur 10, vous n'aurez absolument pas, c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir, ou alors on va vous faire une réponse évasive en disant peut-être. Donc déjà, la première chose, c'est n'allez pas dans cette démarche, et puis en plus, les médecins ont peur, ils reçoivent beaucoup de pression. Personnellement, j'ai accompagné des médecins qui a eu le malheur de prescrire de l'ivermectine par exemple, avec aucune plainte de patient, rien. Des gens qui étaient contents, ils ont quand même ils ont quand même eu des blagues dans le Conseil de l'ordre. Pour vous montrer qu'il y a une forme de terreur qui est mise en place sur le corps médical. Donc voilà, voilà, déjà ne pas poser la question. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir des signes qui soient objectivables. Quand vous avez des symptômes tels que je me sens fatigué ou je sais pas, je me sens déprimé ou je suis triste ou je dors tout le temps ou alors j'ai perdu l'appétit, ce que vous voulez, ça n'a de sens que si en face de ces symptômes on met des éléments médicaux qu'on puisse observer. Par exemple, quelqu'un qui va dire je me sens faible. Dans ce cas-là, on peut faire un test d'effort, on peut faire des échographies cardiaques, on peut faire des Doppler, on peut faire tout ce qu'on veut pour montrer d'où vient cette faiblesse. Peut-être que c'est un problème de tension, peut-être que voilà, voilà. Vraiment, il faut essayer de voir d'où vient ce problème. Donc, la meilleure méthode que l'on recommande, c'est de faire un check-up. Vous avez le droit de faire un check-up complet tous les 3 ans, faire un check-up avec des scanners, des IRM pour voir exactement qu'est-ce qui ne va pas, évidemment, en donnant des petites pistes, en disant voilà, j'ai des maux de tête énormes ou je perds l'équilibre. Vraiment, essayer de guider le médecin, mais surtout ne commencez pas par dire je suspecte le vaccin, votre demande sera refusée à 100%. Ou alors on va vous envoyer balader, ou alors pire, on va vous envoyer voir un psychiatre ou un psychologue. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez ça, il faut prendre contact avec un avocat, c'est très important. La plupart des avocats, en tout cas, c'est comme ça que nous, on travaille, on ne prend pas d'honoraires tant que les gens ne sont pas indemnisés. Donc vraiment, l'avocat, c'est indispensable parce qu'il saura préparer le dossier et il saura vous guider et dire qu'est-ce qu'il faut dire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point très important, c'est faire une déclaration de pharmacovigilance. Ça, c'est important parce que c'est une condition. Si vous ne la faites pas, on va vous la demander. Donc, c'est sur le portail du ministère de la Santé. Vous pouvez faire cette déclaration de pharmacovigilance. Ensuite, souvent, il y a la prochaine étape, donc qui est la quatrième étape, qui est très difficile à avoir pour certains, c'est la copie du dossier médical. J'ai une dame qui est venue me voir tout à l'heure en me disant j'arrive pas à avoir le dossier médical. La loi Kouchner n'a pas fait que des choses mauvaises, même si on pourrait reprendre son bilan ensemble, pas fait que des choses mauvaises, il a fait une chose qui est pas mal, c'est la loi qui porte son nom, où justement on peut avoir le dossier médical sans condition, sauf dans certains cas, par exemple en psychiatrie, voilà, pour des raisons évidentes, voilà, ça pourrait être très dérangeant pour les gens d'apprendre qu'ils ont telle ou telle pathologie. Mais en dehors de la psychiatrie qui est vraiment à part, vous avez le droit d'avoir votre dossier médical. Pour cela, il faut écrire, c'est vraiment, il n'y a que cette façon qui marche, hein. Il faut écrire en recommandé, avec accusé réception, avec la copie de votre carte d'identité, et il faut dire merci de m'envoyer mon dossier médical complet. Voilà, c'est important, parce que sinon vous n'envoyez seulement qu'une partie, et rajoutez aussi une petite phrase, c'est le conseil qu'on donne, si jamais il devait y avoir des frais en plus, j'accepte
de payer l'intégralité des frais. Ça, c'est important. Évidemment, on évite l'humour, l'ironie, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens me disent j'ai pas réussi à avoir le dossier médical. Je demande mais comment vous avez fait? J'ai téléphoné, ou j'ai envoyé un mail, ou je suis passé voir l'hôpital. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment la meilleure façon de faire, et surtout très important, quand vous faites votre demande de dossier médical, vous ne dites pas dans quel but. Pas que c'est pour les vaccins Covid ou c'est pour l'hôpital, vous dites juste que je veux avoir, merci de m'envoyer mon dossier, sans être ironique, sans machin. Donc ça c'est très important. Auprès de qui? Auprès de tous les hôpitaux qui vous ont suivi. Tous les hôpitaux, tous les médecins qui vous ont suivi. Alors si vous aviez plusieurs médecins qui vous ont suivi dans le même hôpital, c'est pas la peine de faire plusieurs lettres évidemment. Voilà. Mais ce qui est important, c'est la copie de la carte d'identité ou du passeport, et écrire en recommandé. En général, on obtient le dossier entre 15 jours et 3 mois. Ça dépend. Si jamais vous avez un blocage, ce qui peut arriver, c'est rare, mais ça, quand je dis blocage, c'est dans un cas sur 20. Voilà. Quand vraiment, par exemple, on a des cas de gens qui sont décédés, par exemple, à cause des mauvaises pratiques des hôpitaux, les hôpitaux freinent. Donc, vous avez des outils à votre disposition. Nous, on recommande de commencer par le Conseil de l'Ordre. Conseil de l'Ordre, ce sont des entités qui sont voilà, il faut par département, vous pouvez les trouver relativement facilement. Vous avez aussi les ARS, voilà, les ARS, voilà. En général, avec ces deux, ça peut suffire. Alors, le cas extrême, si jamais on n'arrive pas à avoir le dossier, on peut quand même faire la procédure. Et je vais expliquer comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Donc une fois que vous avez votre dossier médical, une fois que vous avez fait la déclaration de pharmacovigilance, l'idéal c'est de faire une expertise préliminaire par un médecin de recours. Alors pour ça je vous dis de passer par l'avocat, parce que souvent l'avocat travaille avec un réseau de médecins de recours, mais vous pouvez très bien prendre votre médecin de recours. Alors attention, qu'est-ce que c'est qu'un médecin de recours? Médecin de recours, c'est pas votre médecin généraliste, c'est pas l'ami de votre voisin ou de votre beau-frère qui est médecin. C'est un médecin qui, en plus des médecins, a suivi une formation qui est assez longue, qui dure au minimum 2 ans, et qui donne une approche à la fois médicale et à la fois juridique. Parce qu'encore une fois, le droit médical, c'est extrêmement complexe. Extrêmement complexe, et ce n'est pas intuitif. Par exemple, imaginez qu'une personne reçoive 10 fois la dose d'un médicament, 10 fois la dose, que la personne meurt. Vous allez me dire, mais c'est évident, c'est parce qu'elle a reçu 10 fois la dose qu'elle est morte. Pas du tout. En droit médical, vous devez expliquer le pourquoi du comment, quelle est la pharmacocinétique du produit qui a produit ça. Parce qu'on peut très bien imaginer que la personne avait peut-être des faiblesses, et peut-être que c'est la cause de son décès. Donc encore une fois, le droit médical, c'est quelque chose de vraiment particulier, et sans médecin de recours, vous perdez beaucoup de chances d'être indemnisé. Vraiment beaucoup de chances. Nous, on estime que sans médecin de recours, on perd facilement entre 50 et 80% des chances d'être indemnisé. Ensuite, ça a un coût, le médecin de recours a un coût. En général, c'est entre 1000 et 2000 euros. Il y a une façon très simple de voir si c'est un bon médecin de recours ou pas, c'est qu'il faut lui demander, docteur, est-ce que vous ferez un rapport à la suite de notre entrevue? Si vous répondez non, c'est un mauvais. S'il répond oui, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a souvent des médecins qui disent non, moi je ne fais pas d'écrit, je ne fais rien. Là, c'est des médecins qu'il faut éviter. Ensuite, pour la prise en charge, alors je vous avais dit, c'est entre 1000 et peut-être 3000 euros. Vous avez des organismes qui peuvent payer ça pour vous. Nous, par exemple, les victimes qui viennent nous voir, à peu près à 70%, elles ne payent rien au niveau du médecin de recours. Comment elles font? Vous avez par exemple l'assurance habitation qui peut prendre en charge. Vous avez aussi la carte bleue, vous avez la banque, et vous avez aussi votre mutuelle. Donc assurance habitation, carte bleue, banque ou mutuelle, qui peuvent prendre en compte, qui peuvent prendre en charge ça, et c'est cumulatif. Je peux très bien imaginer que la banque prenne, je sais pas, 50%, la mutuelle prenne... Donc voilà, il ne faut pas hésiter à leur dire. Et quand vous les appelez, il ne faut pas avoir l'air un peu gêné, ou de demander un service en disant « Bonjour, je suis client chez vous, je veux une expertise préliminaire ».
Voilà, c'est pas, s'il vous plaît, est-ce que à votre avis c'est possible, voilà, ça me dépannerait. Non, il faut vraiment être affirmatif parce que les banques et les assureurs, ils sont très malins, ils font tout pour, avant même que vous ayez posé votre question, dire non. Voilà, on a des cas, par exemple, où des gens avaient droit, ils n'ont même pas fini de poser la question, on leur dit non. Il faut vraiment être un peu insistant. Si jamais, au pire, vous avez un refus, demandez-leur les conditions générales, les conditions particulières, et regardez si cette prestation est fournie ou pas. Voilà, ça c'est important. Alors pourquoi j'insiste autant sur les médecins de recours? Une fois qu'on aura déposé le dossier auprès de l'ONIAM, un médecin sera désigné par l'ONIAM pour examiner la personne victime de ces effets secondaires. Alors l'ONIAM, justement, c'est un organisme, oui, c'est un organisme qui a été créé justement pour indemniser les effets secondaires. Ça, notamment, pas que ça, mais il indemnise aussi les effets secondaires des vaccins. C'est européen? Alors non, ça c'est français. L'ONIAM, c'est une très belle idée, c'est très généreux quand ça a été créé, on a tous trouvé ça formidable. Le problème, c'est une question de budget, c'est-à-dire qu'ils ont un budget très limité, une fois que le budget est fini, voilà. Ce qui explique qu'on a eu par exemple une jeune fille qui avait subi une hystérectomie à la suite du vaccin, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, elle avait de mémoire, elle avait 24 ans, l'ONIAM lui a proposé 3 000 €. Bon. Quand même, c'est un peu violent pour quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, qui n'en aura jamais, en tout cas pas par voie naturelle. Donc voilà, pour vous dire que, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous embête pendant une demi-heure à monter un dossier si on aura des clopinettes avec l'ONIAM? C'est une très bonne question. La loi nous impose de passer par l'ONIAM avant de saisir le juge. On ne peut pas directement saisir le juge. Ce serait nul. Ce serait nul et même ça va même avoir des répercussions plus tard. Parce qu'il faut savoir qu'en droit, c'est pour ça que j'insiste sur le rôle de l'avocat, la différence entre le droit et les autres domaines, c'est que les autres domaines, vous pouvez réessayer 10 fois, 100 fois. Si vous voulez repeindre votre salon, par exemple, vous avez le droit de le repeindre 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Peut-être dans le livre des records, il y a quelqu'un qui repeint son salon 1000 fois. Vous pouvez recommencer. En droit, si vous ratez la première fois, vous êtes mort. Vous avez beau dire « Ah non, mais désolé, je ne sais pas dans mon état normal, ou j'ai mal... » Non. À partir du moment où vous n'êtes pas sous tutelle ou curatelle, vous essayez quelque chose en droit, ça rate, vous avez perdu, il n'y a aucun recours possible. Donc pour ça, c'est important de passer par l'avocat. Donc je récapitule, une fois que vous avez votre dossier médical, fait la pharmacovigilance, fait l'expertise préliminaire, qui au passage sera remboursée en cas de victoire, donc si au pire vous pouvez avancer les fonds, vous aurez donc l'expertise. L'expertise, c'est un moment où les gens se surestiment. Pourquoi? Parce que quand on dit aux gens qu'ils vont perdre leurs moyens, ils ne croient pas. Quand on dit aux gens qu'ils vont oublier les choses, ils ne croient pas. Ils disent, moi, vous savez, dernière que j'ai accompagné, la dernière personne, moi je suis chef d'entreprise, j'en ai vu d'autres. Résultat, elle a oublié la moitié des choses. Voyez, donc c'est pour ça que c'est très important dans l'expertise de noter sur un papier ou ce que vous voulez, tout ce que vous avez eu comme changement dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie familiale et votre vie amoureuse. C'est très important. Parce que, encore une fois, même si vous avez des problèmes de cœur, si vous ne dites pas « moi j'ai du mal à faire mes courses, j'ai du mal à faire du sport », ben, ce ne sera pas noté, ce sera noté nulle part. Voyez, et en fait, l'expertise, ça va figer votre indemnisation. C'est-à-dire que si, dans l'expertise, on oublie ça, on pourra toujours rattraper les choses, mais ce sera difficile. Vous voyez, on vous dira, mais pourquoi vous n'avez pas dit lors de l'expertise que vous avez du mal à vous habiller? Pourquoi vous n'avez pas dit que vous ne pouvez pas faire la cuisine parce que dès que vous êtes debout, vous avez des vertiges? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous voyez, donc ça, c'est très important de noter tout ça. Ensuite, il y a une chose très intéressante concernant la relation entre médecins, les médecins entre eux, c'est que autant les avocats entre eux peut-être manquent de politesse et manquent de courtoisie, bon, c'est un peu le métier qui veut ça, on veut montrer à notre client qu'on est très efficace en criant peut-être sur l'avocat adverse, autant pour les médecins, ils sont dans le consensus. Vous mettez deux médecins dans une pièce, ils vont toujours trouver des points communs. Ah oui, tu as fait des études à tel endroit, moi aussi, ils sont dans le consensus en permanence. J'ai jamais vu un médecin se battre avec un médecin ou être insolent ou être impertinent, jamais. C'est-à-dire, ils vont, sauf cas particulier, mais vraiment, ils sont dans le consensus, et puis ils savent aussi, ils ont l'intelligence de se dire que la personne qui va aujourd'hui va la revoir peut-être dans 1 an, dans 10 ans, voilà, ils vont être dans le circuit longtemps, donc ils ne se fâchent pas.
ils sont tellement dans le consensus que il arrive fréquemment que le médecin désigné par le fonds, par l'ONIAM, le fonds de garantie, recopie mot à mot ce que dit notre médecin expert, mot à mot, et reprennent les mêmes cotations. Parce qu'en fait, ça se comprend. Imaginez, vous êtes architecte, on vous demande de construire une maison de plein pied de 70 mètres carrés avec un jardin qui fait 30 mètres carrés. Vous avez votre collègue qui, un mois avant, a eu le même projet. C'est tentant de dire, collègue, donne-moi ton projet, je vais refaire pareil. C'est tentant. C'est exactement ce qui se passe. Quand vous êtes médecin et que vous devez faire une expertise, vous avez l'analyse du dossier, la chronologie, ça vous prend facilement entre 2 et 3 heures. Faire la synthèse, ça prend entre 1 à 2 heures. Si vous avez le médecin de recours de la victime qui a fait ce travail pour vous, ça vous économise énormément de temps. Donc, pour le remercier, voilà, il s'approprie un peu ça, et 9 fois sur 10, on a des rapports jumeaux, à la fois sur l'imputabilité, à savoir est-ce que le vaccin est la cause de ça, et aussi sur les cotations, à savoir les cotations, c'est sur la douleur, sur l'incidence sur le travail, sur la vie familiale, et aussi sur le handicap, sur les séquelles finales. Donc ça, c'est quand même un point qui est très, très, très important, et il faut comprendre une chose, c'est que au niveau médical, vous pouvez avoir n'importe quoi, on a même des cas de décès. Si vous venez sans médecin de recours, ce sera une boucherie. Ce sera une boucherie. On a par exemple des cas de personnes mortes à l'hôpital de maladies nosocomiales. Ils ont dit, mais non, pas besoin de médecin de recours, regardez, mon père est mort à l'hôpital, il y a eu telle bactérie, c'est dans le rapport, regardez. Zéro. On a dit non, mais oui, c'est vrai, il y a cette bactérie, mais il avait un antérieur très très fort, déjà plein de maladies, puis il était un peu vieux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, contre des médecins seuls, même avec le meilleur avocat du monde, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas, voilà, même les cas extrêmes, ou alors, si vous gagnez, vous aurez une indemnisation au rabais. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le médecin de recours. Voilà, même de proposer aux gens de faire appel à la solidarité familiale, parce que sans médecin de recours, c'est beaucoup plus dur de gagner, et quand vous gagnez beaucoup moins. Voilà, ça c'est important. Oui. Vous avez une liste de médecins? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, on travaille avec des médecins de recours, voilà, qui sont, voilà, qui en a toute confiance. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous donnerai tout ça avec grand plaisir. D'ailleurs, je peux vous le donner maintenant. Notre email, donc c'est c'est mes initiales, donc Marc Montagnier, point avocat au pluriel, AVOCATS, @gmail.com. Je donnerai voilà, Avocat avec un S. avec un S, ouais, @gmail.com. Donc on vous donnera toutes les coordonnées, mais en tout cas c'est très important de se faire accompagner. Et aussi, ce qui se passe, c'est que fréquemment, les victimes oublient de passer tel ou tel examen. Par exemple, quelqu'un qui a une faiblesse musculaire ne va pas forcément aller faire un électromyogramme qui pourrait montrer cette faiblesse. Voilà. Si vous voulez, c'est très important d'objectiver les symptômes avec de l'imagerie médicale, avec des examens. Voilà, très important. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, sur l'échographie, on peut voir que peut-être une partie du cœur est touchée, ou que voilà, certaines fonctions marchent mal. Voilà, tout ça. Oui. J'ai une personne dans mon entourage, 3 vaccins, et une belle maladie. Oui, tout à fait. Alors, donc, moi je me dis. oui, tout à fait. Alors, fibromyalgie, c'est une maladie qui est très intéressante, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est récente, enfin qui est reconnue, qui a toujours existé, j'imagine, mais qui est récente. Je parle sous le contrôle des médecins dans cette salle, mais on commence à s'y intéresser depuis à peu près 20-30 ans. Voilà, avant, on pensait que c'était juste psychologique. Maintenant, il y a vraiment des signes concrets, avec des tests qui ont été mis en place, donc oui, ça peut rentrer là-dedans. Mais si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une arme qui est merveilleuse dans ce litige-là, à savoir la lutte contre les effets secondaires, c'est la pharmacovigilance. Pourquoi? Parce que même si les pays ont tendance à réduire, je ne sais pas si vous avez vu, mais une entité européenne a demandé aux autorités de santé de détruire une partie de leurs données de pharmacovigilance, ce qui est un scandale, soi-disant la protection des données. Ça fait doucement sourire quand on voit par exemple que la France a confié à Microsoft ces données qui sont stockées aux USA. Bon, ça fait doucement rigoler quand on voit cette conversation
Ouais, c'est la protection des données. En tout cas, la pharmacovigilance, c'est quoi? C'est de dire que vous avez par exemple une sclérose en plaques qui est causée par les fameux vaccins Covid. Si en Australie, des cas similaires ont été reconnus, eh bien vous qui êtes en France, vous pouvez profiter de cette pharmacovigilance. Ça, c'est un exemple réel qu'on a eu au bureau. C'est-à-dire qu'on a eu quelqu'un qui est sclérose en plaques, on ne pouvait rien faire pour lui, c'était au tout début. Après, en faisant des recherches, on a vu que dans d'autres pays, c'était reconnu, on a rappelé la personne, ils ont écouté, on ne pouvait rien faire à l'époque pour vous, maintenant on peut faire quelque chose pour vous. Voyez, donc c'est quelque chose à effet cliquet. Ça veut dire que plus le temps passe, et plus, par exemple, comme des cas de fibromyalgie peuvent être reconnus comme étant effet secondaire. Ensuite, ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir dans ce que je l'ai dit, c'est la chose suivante. Depuis à peu près 1 an et demi, on a changé de paradigme avec l'effet secondaire des vaccins. Avant, pour qu'un vaccin soit déclaré coupable, entre guillemets, de tel ou tel effet secondaire, il fallait expliquer, comme j'ai dit avant, le pourquoi du comment, c'est quoi l'effet qu'il a eu sur telle molécule, sur tel, je sais pas, sur tel organe. Maintenant, on a complètement changé de paradigme. Maintenant, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas une autre cause qui aurait pu être responsable de ça? Ça peut être l'hérédité. Est-ce que, par exemple, vous avez votre mère qui fait des AVC à répétition? Est-ce que vous avez une conduite à risque? Est-ce que vous prenez, par exemple, une bouteille de whisky par jour? Est-ce que vous fumez 3 paquets par jour? Donc, on interroge, on regarde, est-ce qu'il y a d'autres causes possibles? Et si jamais il n'y a pas d'autres causes possibles, eh bien, dans ce cas-là, on peut dire que c'est le vaccin avec une probabilité qui va de, je sais pas, de 0 jusqu'à 80%. On dit, écoutez, on n'a pas vu d'autres causes, donc on pense à, je sais pas, 60% que c'est le vaccin. Ça a révolutionné ce contentieux, notamment pour la sclérose en plaques. Vous savez, on accusait souvent le vaccin contre l'hépatite B de produire des scléroses en plaques. On a nommé des juges, on a nommé des experts. À chaque fois, les juges étaient embêtés parce qu'ils n'arrivaient pas les experts n'avaient pas à faire le lien. C'est tellement complexe, il y a tellement de phénomènes qui n'arrivaient pas. En tout cas, pas avec certitude. Et la solution est venue du tribunal administratif il y a à peu près 1 an et demi. Pour ceux qui veulent, ils m'écrivent, je leur enverrai cette décision qui a dit ce que je dis, c'est-à-dire qu'on recherche, au lieu de dire est-ce que c'est le vaccin qui a causé ça, on recherche est-ce qu'il y a, on fait le raisonnement inverse, est-ce qu'une autre cause a pu être responsable de cela? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va dire que c'est le vaccin. Ce qui a révolutionné vraiment cette matière. C'est pour ça que nous, on est très confiants et on incite les personnes à se manifester et à faire un dossier. Ensuite, il y a une chose très importante à savoir, c'est que le meilleur ennemi, c'est votre inconscient. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de dossier médical, ça vous rappelle l'effet secondaire, ça vous rappelle ce que vous avez subi. Donc vous avez toujours une petite voix qui vous dit non, on va mettre ça à demain. Vous voyez? Parce que c'est très douloureux. C'est très douloureux et souvent les gens ont tendance à enterrer un peu ce dossier. Et là, je m'adresse plutôt aux proches. Vous aurez sûrement dans votre entourage, en tout cas moi j'ai des clients comme ça, qui viennent me voir pour un autre type de litige, qui ne font pas le lien entre le vaccin qu'ils ont reçu et les effets secondaires. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait un AVC 1 semaine après avoir été vacciné et qui ne fait pas le lien entre les deux. Parce qu'il y a un déni. Parce que la personne se dit non, mais c'est pas possible, j'ai pas pu me faire avoir comme ça, ou c'est une coïncidence. Surtout quand il va se faire traiter à l'hôpital va lui dire mais non, mais sûrement une coïncidence, ça n'a rien à voir. Voyez, donc les gens ne réalisent pas. Donc c'est pour ça que les proches ont un rôle extrêmement important, parce que en tant que proche, on peut dire mais non, mais peut-être que c'est ça. On peut étudier le dossier, ça coûte rien. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc c'était juste voilà, c'était un petit résumé, un petit vadémécum sur comment préparer son dossier. Mais ce qui est important, c'est de faire une méthodologie. Et s'il faut retenir de cette présentation 2 choses, c'est d'aller voir un avocat qui connaisse la matière. Pas forcément l'avocat du coin, pas forcément l'avocat que vous avez eu parce que vous avez fait votre prud'homme et qui s'est très bien occupé de votre prud'homme. Quelqu'un qui connaît cette matière. Et aussi quelqu'un qui travaille avec des médecins de recours. Si l'avocat ne travaille pas avec des médecins de recours, ça c'est la preuve qu'il n'a pas l'habitude de ce litige et qu'il faut l'éviter. Alors je vois qu'il y a une question, je vous écoute, monsieur. Oui, vous avez touché à un problème principal là-dedans,
très intéressant, c'est le lien de causalité. Moi, j'ai obtenu il y a 15 ans une décision de la Cour d'appel de Rennes concernant le lien de causalité entre le vaccin hépatite B et la sclérose en plaques. Concernant une infirmière, 40 ans, aucun antécédent, premier symptôme apparu quelques jours après l'injection, et sclérose en plaques diagnostiquée 1 an ou 2 après. J'avais 4 experts qui disaient qu'il n'y avait pas de lien de causalité parce que la littérature médicale ne le disait pas, ce qui est assez incroyable. Et donc, à l'audience, j'ai indiqué, si je donne un coup de poing dans le nez à l'expert qui saigne du nez, il n'arrivera jamais à me démontrer scientifiquement que le saignement de nez est dû au coup de poing, puisque une preuve scientifique est impossible. On procède par élimination. Et alors là, comme la Cour d'appel avait demandé, est-ce qu'il y a une autre cause possible, comme vous avez dit tout à l'heure, bon, et que l'expert disait, on ne sait pas de quoi ça vient, mais ça ne vient pas du vaccin. Et là, on touche le problème de l'expertise. Les experts sont dans la religion. Et moi, j'avais dit aux experts, moi, je suis doyen de mon barreau aujourd'hui, hein, je n'ai eu qu'un seul vaccin dans ma vie, je suis allé dans tous les continents au cours de mes voyages, je me demande comment j'ai survécu. Alors, ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils sont dans une religion. Et c'est là qu'on touche un problème très grave en France. On est dans la religion vaccinale, on croit. Hein. Moi, j'en suis à la 6e édition de mon bouquin « Vaccin, on nous aurait menti hein. ». Aucun médecin ne m'a jamais écrit, vous vous trompez. Quand j'ai sorti la première, je me suis dit, j'espère qu'ils vont m'écrire en disant que je me trompe. Et pourquoi? Parce que c'était rassurant l'histoire du vaccin. Mais déjà, quand j'avais vu un médecin écossais, quand je vivais en Écosse pendant 1 an, à qui j'avais posé la question, parce que je savais que je n'avais qu'un seul vaccin dans ma vie, il a éclaté de rire en disant vaccination is a French lie, avec son bon accent écossais. Bon, c'est là que j'ai commencé à cogiter. Bon, donc, lien de causalité, religion. On touche des problèmes très épineux. Hein, et c'est effectivement une question de nombre. Ce qui est malheureux, c'est qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait tellement de victimes que les médias ne peuvent plus le cacher, parce que les médias sont très complices là-dedans. Dès que vous touchez à Pasteur et au vaccin, tout le monde se braque. Tout le monde dit « Ah, vous êtes complotiste, autrefois vous faites partie d'une secte, etc. » Bon, alors, moi j'annonce la couleur. Je dis « Oui, je suis complotiste. » Comme ça, maintenant, on peut directement parler du fond. Je ne vais pas me défendre pour savoir si je suis ou pas. Hein. Avant, je disais « Vous faites partie d'une secte ?»« Ah oui, je suis une secte à moi tout seul. Mais rassurez-vous, d'ici l'an prochain, je compte doubler mes effectifs. » Bon, ça a calmé tout le monde. Et je dis « Maintenant, on peut parler du fond. » Bon, donc, voilà la difficulté. C'est exactement ce que vous dites. C'est que depuis, enfin voilà, si j'en appelle au cours de philosophie en terminale, on vous dit la science est une femme libre. Quoi une femme libre? C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever en disant écoutez, moi j'ai découvert quelque chose de formidable, regardez, ah oui c'est vrai, c'est formidable. Mais en fait, c'est ce que vous dites, tout à fait vrai. C'est une escroquerie. Mais dans tous les domaines. Par exemple, il y a des livres sur celui qui a inventé l'IRM. Il a mis des années avant que la communauté accepte ça. La tectonique des plaques aujourd'hui, c'est évident. Vous savez, le fait que c'est Wegener et machin, il y a 50 ans pour que ce soit accepté. C'est-à-dire qu'on les prenait pour des fous, pour des tarés, pour ça. Donc vous avez raison, il y a une religion, mais au-delà de la religion, il y a deux phénomènes. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a tendance à vouloir simplifier les choses. C'est binaire. Bien, mal, ça marche pas. Voilà. Et deuxièmement, imaginez quelqu'un qui bosse sur un sujet. Je reprends mon exemple de tectonique des plaques, qui pense complètement différemment que la croûte, c'est un bloc qui est unique. Voilà. Le type, il a fait ses études dessus, il bosse depuis 30 ans, il est payé par ça pour faire ça. Il y a quelqu'un qui dit, tout ce que vous avez fait pendant 30 ans, c'est nul, c'est poubelle. Ça énerve. C'est un travail. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je suis débile, j'ai raté quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas uniquement les méchants laboratoires. Si, c'est vrai aussi. Il y a aussi le côté méchant laboratoire qui est de l'argent. Aux États-Unis, par exemple, sur une vie, vous pouvez avoir jusqu'à 150 vaccins. C'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même beaucoup en tout. Voilà, tous les vaccins. Donc oui, c'est un business, et c'est un double business. À la fois, c'est un business parce que c'est une machine à cash, et ensuite, ça soigne les effets secondaires. Donc c'est quand même pas mal. C'est que, voilà. Mais encore une fois, on ne peut pas tout expliquer par l'argent. Par exemple, pour le Covid, tout le monde me disait « Oui, Pfizer, les méchants, tout ça, machin. » Oui, ils ont fait beaucoup de fric, c'est évident. Mais
ramener tout ça à une question d'argent, pour moi, c'est une erreur. C'est une vraie erreur. Pour moi, on est plus dans le contrôle, ce que on appelle le bio-pouvoir. C'est le concept de Michel Foucault, le bio-pouvoir. C'est le gouvernement qui veut vous contrôler, y compris dans votre intimité. Qu'est-ce que vous injectez dans votre propre corps? Vous voyez, donc c'est beaucoup plus large que juste... voilà. Et vous avez raison, en France, le vaccin, c'est une religion. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, mon cher confrère, si vous venez le voir tout à l'heure, je vous offrirai avec plaisir mon bouquin. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, je connais une autre question. Une petite question. En France, on n'a pas le droit, on a la possibilité de faire des numérations spike. Est-ce que les numérations spike, par exemple, qu'on peut faire dans les labos allemands, sont valables lors d'une petite en France? Alors c'est une excellente question. Les Allemands sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Et les Allemands ont une approche complètement différente. Ils regardent qu'est-ce qui marche pas. Exemple, en Allemagne, les personnes atteintes d'un cancer reçoivent des intraveineuses de vitamine C, mais à très très haute dose. Ça fonctionne. En France, on ne le fait pas, vous allez rire, parce qu'on vous dit, on ne sait pas comment ça marche, donc on ne le fait pas. C'est dit, bah, surtout parce que ça coûte pas cher, c'est pour ça, contrairement à la chimiothérapie. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, en France, la preuve est libre. Donc, vous pouvez ce que vous voulez à partir du moment où c'est scientifique. Évidemment, si vous dites, j'ai ma cartomancienne qui m'a dit ça, bon, on peut toujours essayer, mais bon. Mais la preuve est libre en France, vous pouvez ramener n'importe quelle preuve, surtout si vous avez des publications qui vont dans le sens de ce que vous avancez, ça peut être un argument. Ça peut être un argument. Mais ils refusent en général. Oui, mais ça peut être un argument. En tout cas, une fois que c'est dans le débat, votre médecin de recours pouvoir faire par exemple des dires, et ce sera dans le débat, et voilà, on pourra tenir compte, le juge pourra tenir compte de ça. Donc même si l'expert refuse, à partir où c'est dans le débat, c'est comme un scotch, un sparadrap, il ne peut pas le retirer, il peut dire moi je n'en tiens pas compte, mais ce sera dans les pièces, et si votre avocat fournit des éléments qui font le lien entre les deux, bah, le juge il n'est pas idiot, exactement comme dans votre dossier, bah, le juge dira bah oui, voilà ce que je veux dire. Donc il faut pas se décourager, et vous avez il faut être proactif. Par exemple, regardez, on a la DGS. La DGS, ce qui s'appelle, c'est la Direction Générale de la Santé, a envoyé un mail à la plupart des médecins en France pour dire attention, vous ne faites pas de dosage de dédimère. Dédimère, c'est quoi? C'est un paramètre biologique qui montre que vous avez de la coagulation. On ne sait pas où. Ça peut être dans des petites veines, des gros. On ne sait pas où. C'est pas forcément un blocage. Ça permet de voir justement s'il est effet secondaire ou pas. À quel moment vous avez vu que le ministère envoie aux médecins dire faut faire ça, faut faire pas ça? C'est quand même incroyable. Donc c'est vrai qu'ils ont empêché peut-être les gens de faire valoir leurs droits. Et quand vous alliez voir un médecin en disant docteur, je vais faire un examen pour les dédimères, et vous regardez, c'est impossible, pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas un peu foufou, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez raison, c'est un vrai sujet. Pour finir, une libération de dédimère, ça coûte 19 € chez notre laboratoire sans rendez-vous. 19 €. Donc, juste un conseil, c'est si jamais on était à nouveau obligé de se faire vacciner, on refuse. des trucs. Ils ont des séances stériles, c'est tout. Moi, ils peuvent me tuer, voilà. C'est trop tard. Oui, mais après c'est trop tard. Mais parce qu'on l'a vu. Oui, mais voyez, ça, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que vous êtes informés. La plupart des gens ne sont pas informés et pire, ne veulent pas être informés. Ne veulent pas être informés. Ils se mettent un cache sur les yeux, ils ne veulent pas parce qu'ils se disent mais j'ai pas pu me faire avoir, c'est pas possible. J'ai vacciné toute ma famille, c'est pas possible, je n'ai pas pu me faire avoir. Donc il y a une sorte de déni. Et donc le problème, c'est qu'on vit dans un monde amusant parce que souvent on se moque de nos aînés. Comment les gens ont pu croire au début du XXe siècle ceci ou cela? Comment par exemple les gens ont pu se précipiter dans la guerre de la Première Guerre mondiale en disant oui, c'est génial. Mais c'est très simple, hein. Il suffit d'utiliser les médias, le rouleau compresseur, des gens qui ne veulent pas s'informer. Surtout qu'à l'époque, ils avaient des excuses. Exactement, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de source. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qui pousse des gens à refuser de s'informer? Et pire que ça, et quand vous leur montrez ça, vous leur dites non, ça m'intéresse pas, je veux pas lire. C'est fou. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés 3 doses et compagnie, qui ont bien.
Et donc il dit, bah non. Alors, ce que vous dites, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est comme les gens qui me disent, oui, ma grand-mère, elle fume un paquet de cigarettes par jour, elle a rien. Bah oui, mais bon, c'est... Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas donné les doses à tout le monde. Alors, voilà, il y a, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet. il y a beaucoup de livres. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. Notamment, je recommande le livre de Pierre Chaillot, qui est vraiment excellent, vraiment excellent. Exactement. En fait, Pierre Chaillot, en fait, il est inattaquable parce que qu'est-ce qu'il prend? Il prend les chiffres officiels et il les démonte, un par un. Les chiffres officiels, il n'invente rien. Et justement, il a pu montrer que les lots n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire, en gros, d'après ce qu'il avait montré, c'est qu'au début, la dose était très très forte, après un peu moins forte et après plus faible. Donc en gros, on s'est servi des gens comme de cobayes, tout simplement. Par contre, excusez-moi, mon mari, il a eu une dose à AstraZeneca et son numéro de lot n'est pas répertorié. Voilà. Il faut prendre le problème à l'envers. Même en Suisse, il y a que 19 avait un ami qui habite en Suisse, qui était dans le domaine biologique et même pas y trouvé le lot inconnu. Voilà, alors ça justement, si j'imagine que vous êtes en train de faire un dossier d'indemnisation, j'imagine ça peut être un très bon argument pour dire qu'il n'y a pas de suivi. On ne sait même pas ce qui a été injecté et les juges tiennent compte de ça. Les juges tiennent compte de ça. Ouais. Moi j'avais entendu dire qu'il y avait des fioles qui avaient des poisons et d'autres pas. Tout à fait, bien sûr, mais évidemment, oui, parce que on est dans, ils ont fait un test à double aveugle sur la population. C'est évidemment. Et puis toutes les stars qui se faisaient vacciner, je suis pas persuadé qu'il y avait, je suis pas persuadé. Voilà. C'est une hypothèse, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve. Il n'y a pas de carnet de santé, on n'exigeait pas auprès des médecins ou de l'infirmière de suivi hors vaccinodrome. Enfin, personne ne ressortait avec son numéro de lot. Et on ne l'exigeait pas, alors que normalement, moi j'ai fait une expérience amusante avec les vaccinodromes. J'allais voir les gens de vaccinodrome, je leur disais, mais est-ce qu'il y a un effet secondaire ou pas? Ils me répondaient, aucun effet secondaire. Je repose la question, bon, confrère peut le dire, on a beaucoup de défauts, dont celui d'être obstiné. Donc au bout de 10 fois, la personne, elle s'est dit, mais c'est quoi ce taré? Donc elle a commencé par dire oui. Alors parfois, il y a un léger mot de tête. Voilà. Donc c'est une infraction totale. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un médicament, il y a une obligation d'information en vous dire, il y a ça. Quand vous avez une opération, même bénigne, une opération de l'appendicite, on doit vous dire, il y a ça comme risque. Là, il n'y avait rien. Donc il y a vraiment un défaut. Donc pour moi, ça c'est ma vision. La priorité, c'est que les gens soient indemnisés. Parce que c'est une honte, ce qu'on a fait, c'est un massacre, voilà, soient indemnisés. Et deuxièmement, dire à ceux qui ont collaboré, les pharmaciens, les vaccinodromes, écoutez, les gars, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Moi, ça c'est, mais je ne le fais pas. D'abord, la priorité, c'est indemniser les gens. Mais dans un deuxième temps, aller voir les vaccinodromes, ça, c'est le but. Mais pas d'abord. Souvent, l'erreur que font les gens, je vous le dis ici, vous êtes concernés, il ne faut pas déposer plainte. S'il vous plaît, ne déposez pas plainte, ça va bloquer la procédure et en plus le vaccin sera blanchi. Par contre, faire une procédure contre ceux qui ont vacciné avec la bouche en cœur, ça oui, mais au civil, pas au pénal. Voilà. J'ai un témoignage d'une pharmacienne. Plus fort, madame. J'ai un témoignage d'une pharmacienne qui sait qu'il y a des effets secondaires des vaccins, mais qui dit qu'il y a des personnes qui sont en ALD. Oui, Si ils déclarent que c'est dû au vaccin, on leur retire l'ALD. C'est tout à fait possible. Et donc, ils empêchent les gens de s'exprimer, de dire ce qui se passe. Et juste c'est vrai. Hein. Juste pour compléter, gens, en fait, ce qu'a dit madame, c'est que les gens qui sont en ALD en infection longue durée, s'ils déclarent, on le menace de retirer. Et moi, je crois tout à fait ce genre de témoignage. Juste pour compléter ce que vous dites, dans les vaccinodromes, un médecin pouvait gagner jusqu'à 15 000 € par jour. C'est long. Il y avait des piqueurs fous qui faisaient ça à la chaîne. Est-ce que vous savez combien gagne un médecin quand il fait une déclaration de pharmacovigilance? À votre avis? Rien. Rien.
Zéro. Et ça lui prend entre 1 heure et 2 heures. Et l'ARS, après, vous pouvez envoyer le questionnaire. En tout, c'est entre 2 heures et 3 heures. C'est le médecin qui m'en dit. Entre 2 heures et 3 heures. Donc vous avez d'un côté 15 000 €, donc vous changez de voiture. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, est-ce que le médecin, en même temps, moi je ne jette pas la pierre au médecin, moi je ne perdrais pas 3 heures pour faire une déclaration de pharmacovigilance, je ne la perdrais pas, avec le risque d'être fiché comme complotiste, comme machin. C'est quand même bizarre, docteur, vous avez déclaré plus d'effets secondaires que les autres, c'est quand même étrange, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un flicage des médecins qui est là, malheureusement. Et il n'y a pas que ça, par exemple, mon médecin traitant, quand j'ai demandé de l'ivermectine, il m'a demandé pourquoi. J'ai menti comme quoi j'allais en Afrique. Voilà. La gale. Ouais, et elle me dit, mais pourquoi vous voulez des ivermectine? Elle s'est vraiment fâchée, hein, très fâchée. Je suis le protocole de l'ARS, je ne vous donnerai pas. Elle s'est énervée. Waouh! Et juste pour ouvrir le débat, moi je suis très content de cette blague du Covid, vraiment. Alors évidemment, je ne parle pas pour les victimes qui ont toute ma sympathie, évidemment, mais je suis très content parce que la réflexion que j'ai menée, c'est que je me dis, bon, on s'est moqué de nous sur le Covid de A à Z. Il n'y a pas un truc vrai qu'on nous a dit. Pas un truc vrai. Rappelez-vous, au début, vous avez des Chinois qui tombaient dans la rue. Oui. Vous vous rappelez de ça? Aujourd'hui, les images, elles sont impossibles à retrouver parce que Internet a été nettoyé. Toutes ces images étaient fausses. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ce genre d'évanouissement, un malaise vagal, vous ne mettez pas les mains. Moi j'en ai fait, j'ai pas mis les mains, je vous assure, j'ai pas mis les mains. Pas à cause du Covid, mais j'ai pas fait. Personne ne met les mains. Donc tout ça était faux. Donc moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que si on s'est moqué de nous sur le Covid, pourquoi vous direz la vérité sur les autres choses? Même sur les choses graves, comme des maladies auxquelles on pense tous. Pourquoi? C'est juste une question, j'ai pas la réponse. Hein. Mais pourquoi, par exemple, on nous a, on nous aurait dit n'importe quoi de A à Z, même sur les masques. Regardez en dos des masques, ne protège pas contre le Covid parce que le virus est plus petit que la maille du masque. Donc même là, c'est une blague. Donc la question, c'est si on nous a menti pour ça, pourquoi on n'y mentirait pas sur les autres? Donc c'est une question et j'ai pas la réponse. Je vois des questions. Alors, à la question, ma grand-mère a été vaccinée, lui n'est rien arrivé. Alors, moi j'ai eu une réponse il y a longtemps avec le professeur Floret, qui avait une grosse responsabilité ministère de la Santé, dans un débat télévisé. Et il me dit, mais moi j'ai été vacciné contre la polio, il m'est rien arrivé et je n'ai pas eu la polio. Alors je lui ai répondu, mais moi aussi, j'ai été immunisé contre la polio, mais pas avec vos produits chimiques qui ont des effets secondaires, mais avec un produit qui m'immunise de toutes les maladies. Je fais le même raisonnement que vous. Je prends régulièrement ce produit, je n'ai aucune maladie infectieuse malgré tous mes voyages, c'est la choucroute alsacienne. D'ailleurs, j'ai besoin d'une dose de rappel bientôt. Il n'a pas aimé. Hein. J'aimerais revenir sur un point que vous avez... S'il faut parler un petit peu plus fort. Oui, revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, sur les laboratoires allemands. En fait, là aujourd'hui, il va y avoir une conférence de deux médecins allemands et qui vont parler justement des laboratoires allemands dans lesquels ils font des analyses de sang et vous arrivent à définir la différence entre la protéine spike du Covid et la protéine spike du vaccin. Et donc, mon mari est allemand, il fait les traductions. Et en fait, on a plusieurs personnes qui ont envoyé des lots de sang là-bas pour faire analyser leur prélèvement. Et on a bien vu que certains avaient de la protéine spike issue de la vaccination. Ils sont allés au tribunal, nada, ça compte pas. Non, c'est en Allemagne, c'est pas en France. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à obtenir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les mentalités évoluent lentement. Et si je fais un parallèle avec la sclérose en plaques, maintenant, on commence à avoir des bons résultats. Mais combien de temps est-ce qu'il a fallu? Moi, j'ai rencontré l'expert Dr Marc Girard, qui a été nommé
par la juge Bertolas. Voilà, c'est ça, Bertolas, pour voir est-ce qu'il y avait un lien entre le vaccin et la sclérose en plaques. Le type, le docteur Girard, a rendu un rapport où il faisait un lien. Il nous a dit, moi avant j'avais un laboratoire d'analyse, j'avais un chiffre d'affaires d'1,5 million par an, maintenant j'ai plus rien, je suis ruiné. Je suis ruiné. Parce qu'avec ça, il a eu, je sais pas, des enquêtes déontologiques, il a eu des interdictions, il a même eu des procès. Ben, j'ai eu un procès, je ne sais même pas qui me faisait un procès. J'étais condamné, hein. Je ne sais même pas qui me faisait un procès. Donc le monde s'est écroulé. Et donc, si vous voulez, le système n'est pas forcément dans l'élimination physique, il peut être dans l'élimination sociale ou symbolique. Et il fait des exemples. Ce docteur, Marc Girard, je vous promets que maintenant, il ouvre beaucoup moins sur la sclérose en plaques. Il survit, il fait des petits congrès, des machins. Il a été tué socialement, économiquement. Voilà, il n'a plus rien. Donc tout ça. Mais aujourd'hui, vu que c'est un truc vieux et que machin, et que malheureusement beaucoup de gens sont décédés, il faut le dire. On a attendu que les gens meurent pour les indemniser, super. Donc maintenant, c'est dans la mentalité. Mais la sclérose en plaques, il a fallu peut-être 20-30 ans pour qu'on dise oui, il y a un lien. Donc ce que vous dites, c'est que ce sera validé, mais dans le futur. Bien sûr, il faut le faire. Plus il y aura de gens qui feront ça, et plus il y a des chances que ça va. Parce que les tribunaux sont aussi dans la religion. Exactement. Ils croient qu'on protège les gens en les vaccinant. Ils croient. Bon, mais personne ne vérifie. Et surtout, ils font l'amalgame entre tous les vaccins. Il y a des vaccins qui sont peut-être positifs, mais pour eux, il y a un type de vaccin. Donc il y a des vaccins, un nouveau type de vaccin avec l'ARN. En 2016, j'ai été entendu dans le cadre de la concertation citoyenne par le ministre de la Santé de l'époque, que j'appelais MST, c'est Marisol Touraine, et j'ai montré à des experts du ministère de la Santé, il était une cinquantaine, les courbes des maladies infectieuses concernant les enfants, coqueluche, oreillons, etc., etc., où on voit que toutes les courbes font la même chose et que les vaccins, ils arrivent après. Et les seules exceptions, c'est quand on vaccine pendant une épidémie, la courbe, elle remonte de manière spectaculaire. Et je leur dis, moi, je suis juriste, je ne suis pas scientifique, je voudrais un commentaire. Eh bien, j'ai eu un silence de mort. Je me serais cru dans une salle de classe dans laquelle on a dit, je vais interroger un volontaire au tableau. Et tout le monde avait le nez dans la feuille. Donc j'ai compris que c'était une bande de corrompus, hein, de gens dans une religion fabriquée et qui ne veulent pas savoir. Je ne veux pas savoir. Le mal français, c'est le titre d'un de mes romans. Les beaufs ne veulent pas savoir. C'est ça, c'est exactement ça. Alors je crois qu'il y a une question. Aux États-Unis, on entend parler de numéros de l'eau qui ont été pollués avec de l'ADN. Sachant que les produits pharmaceutiques, normalement, sont restreints à un certain degré de pureté et de qualité. Oui, ça c'est dans les bouquins. Oui, ça a été fait par plusieurs labos. À quel moment ce genre de considération, encore une fois, d'étrangers, peut être prise en compte au niveau de la justice française? Justement, ça peut être pris en compte dans le sens où les fabricants n'amènent pas tout le sérieux qu'ils devraient amener dans le suivi des produits. Et ce qu'a dit monsieur tout à l'heure en disant j'étais vacciné avec un produit AstraZeneca où le numéro de l'eau est introuvable, c'est un bon exemple. Donc oui, ça peut montrer qu'il y a parfois une légèreté de la part des fabricants, et ça peut être mis en avant, notamment par rapport aux tests. Il y a Christine Coton, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fait un travail extraordinaire. Je suis en train de justement faire petite synthèse de son rapport. Elle a fait un rapport de 400 pages sur comment les tests ont été faits. Et elle emploie les tests, par exemple pour les vaccins Pfizer, elle emploie le terme de fraude. C'est un terme fort, hein. C'est un terme fort. Jusqu'à présent, elle n'a pas été attaquée. Et Christine Coton, c'est une scientifique. Donc elle démonte et elle utilise les données de Pfizer. Elle n'utilise pas les données qu'elle a trouvées sur Internet. Donc les données de Pfizer. Et elle a pu montrer que c'est une fraude. Donc ça, c'est une brique qui peut aussi être utilisée devant les experts et devant les juges pour dire, regardez, on s'est peut-être moqué de nous, on a mis sur le marché rapidement des choses. D'ailleurs, une chose très amusante, c'est que là où j'ai vu que peut-être il y avait une arnaque, peut-être, hein, je laisse ça au conditionnel, c'est que lorsqu'il y avait un nouveau produit qui qui pouvait être utile, que ce soit l'artémisia, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine ou la vitamine C, ou vitamine D,
les gens vous disaient « Mais attendez, vous savez quoi, vous prenez ça, vous allez mourir. » On parle de produits qui existent depuis 50 ans. Quoi. Vous, les gars, vous allez mourir. Non mais vraiment, vous allez mourir. Bon, ok, très bien. Pour info, il y a une députée qui a demandé, une députée européenne, je crois que c'était Joron, qui avait demandé le nombre de morts par hydroxychloroquine depuis 10 ans. 0. Le seul mort qu'on a trouvé, c'est aux USA. C'est un mec qui nettoyait les aquariums, qui a bu de l'hydroxychloroquine, mais l'hydroxy pour nettoyer les aquariums. Donc là, le type est mort. Bon, ok, très bien. Et alors, on vous disait, si vous prenez ça, vous allez mourir. Ok, très bien, pas de souci. Par contre, les mêmes vous disaient, voilà, on a un vaccin, il vient de sortir, prenez-le, il est sûr à 100%. Nouvelle technologie, nouvelle machin, mais allez-y, croyez-nous, un peu comme avec dans le livre de la jungle, avec les yeux qui tournent comme ça, croyez-nous, allez. Mais là on se fout de notre gueule, C'est comment c'est possible que les mêmes personnes, disent, ah non, un produit vitamine C, n'en prenez pas, et ça, un vaccin, on ne sait rien, allez-y. Aucun effet secondaire. J'avais une question toujours la même. Pendant la crise Covid, Olivier Véran a promulgué la vaccination des femmes enceintes. Avec plusieurs personnes, 10 000 personnes au moins, ont fait une plainte adhérente. Donc moi, j'ai fait la plainte. J'ai reçu une lettre comme quoi il fallait se constituer partie civile pour aller plus loin. Donc, parce qu'on ne donne rien du tout à une femme enceinte. Donc aujourd'hui, est-ce que ce serait bien de aussi attaquer ces gens-là et se mettre... Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que les avocats peuvent nous aider? Alors déjà, sur les femmes enceintes, c'est un scandale, parce qu'avant, on ne vaccinait pas les femmes enceintes. Et d'ailleurs, depuis le Covid, des femmes vous disent, non mais moi, de toute façon, on m'a demandé aussi de vacciner contre la grippe, contre plein de choses, qu'on ne vaccinait pas avant, pour les femmes enceintes. Ensuite, moi, je ne pense pas, c'est mon opinion, que déposer plainte, ce soit utile. Par contre, je suis pour des actions aussi. C'est quoi la différence? C'est que quand vous déposez plainte, c'est le gouvernement qui gère votre plainte. Les procureurs dépendent du ministère de la Justice, qui dépend du gouvernement. Donc c'est comme si vous demandiez au gouvernement de s'auto-condamner. Donc sauf à être un petit peu maso. Ouais. C'est quand même un médecin qu'après qui a été taillé du gouvernement. Mais... Ok, mais en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que dans un litige comme ça, déposer plainte, ça ne sert à rien. Oui, mais si on Non, mais je vous dis, et d'ailleurs, je l'ai dit depuis le départ, et le résultat est là, c'est qu'aucune plainte n'a abouti. Elles ont toutes été classées, toutes. Et donc, par contre, au civil, on a des résultats, parce qu'au civil, on dit aux gens, bon, c'est du fric, voilà, c'est de l'argent, c'est de l'argent de l'État, c'est pas notre argent, allez-y les gens, on vous jette un petit peu d'argent, et voilà. Donc ça permet de calmer les choses. Donc c'est pour ça que pénal, moi je vous dis, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'encore une fois, les gens ne vont pas... Oui, c'est une sorte de mafia. Sauf, alors attention, ça ne marchera pas, j'ai vu votre question, sauf s'il y a un changement de gouvernement radical et qu'on dit à partir de maintenant, ceux qui ont été complices vont être punis. Oui, mais sauf changement de gouvernement, ça ne sert à rien de déposer plainte, c'est une perte de temps, perte d'argent, et surtout, ça donne un faux espoir aux gens. Donc, pour ça, alors je crois qu'il y avait une question derrière. J'étais allé dans un vaccinodrome pour voler des échantillons, mais la filière normale. Et au moment fatal où j'étais non vaccinable, j'ai demandé au médecin, j'avais un classeur, d'un côté j'avais mon propre questionnaire. J'étais prêt à signer, décharger la responsabilité de l'État et des utilisateurs. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, signer le fait que grâce au vaccin, je dois transmettre, etc. C'est le questionnaire en quoi. Et en regard, j'avais mis la pénalité des médecins en caractère de 20. Donc, je ne sais plus combien, c'est 50 000 euros et 7 ou 10 ans de prison. Il a dit, ah non, finalement, je ne vais pas vous vacciner. Très bonne initiative. Très bonne initiative. Oui, allez-y. On a écrit à la NSM récemment pour dire on n'a jamais vu autant de déclarations d'effets indésirables compte tenu du nombre. En juin 2023, on en était presque à 200 000 déclarés, étant précisé que ça ne correspond qu'à 10%, qu'elle reconnaît elle-même. Bon, qu'est-ce que vous faites et quand est-ce que vous allez arrêter ce massacre? Ils nous répondent, le rapport bénéfice-risque est positif.
Alors pour aller pour compléter ce que vous dites, on se bat avec les associations pour avoir le statut vaccinal des personnes hospitalisées, qui ont été hospitalisées à cause du Covid. Le gouvernement a dit non, c'est trop compliqué, c'est trop machin, mais on le fait pour vous, on vous le paye. Non, on refuse. Donc il y a, et moi, je fais un pari, si jamais la réponse est en son gouvernement, je vous promets qu'il y aura des études. Parce qu'ils savent tout sur vous. Quand vous êtes vacciné, c'est dans votre dossier, donc c'est très facile de voir qui est hospitalisé pour un Covid et qui est vacciné ou pas. Vous voyez? Donc c'est vraiment, voilà. Alors je crois que la réunion touche à sa fin, malheureusement. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que on a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations. Mais en tout cas, j'invite ceux qui ont une question complémentaire à me les poser par mail. On vous répondra avec grand plaisir et on vous donnera avec grand plaisir. Franchement, voilà, il faut vraiment. Mais allez-y. Bien sûr, je vous la donne. Donc c'est avocat au pluriel, AVOCATS, @gmail.com. Et je vais vous laisser aussi notre numéro de téléphone, si jamais vous voulez nous joindre. Donc c'est au 09 51. Marc Montagnier. C'est ça, presque Montagnier. Donc 09 51 25. Allez-y, prenez votre temps. 09 25 29 33. Je répète, 09 51 25 29 33. Vous êtes dans la région? Alors nous on est en région parisienne, mais on se déplace partout en France. Alors, même dans les dom-toms. Voilà, on va dans les dom-toms, on va vraiment partout. Et le nom du cabinet? Alors ça s'appelle Ellipsis Avocat. Hein? Ellipsis, comme une ellipse, espace avocat au pluriel. Ellipsis Avocat. Voilà. Ellipsis. ELLIPSIS, espace avocat. Alors ELLIPSIS, espace avocat au pluriel, AVOCATS. Et puis vous arrivez à... Ah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, avec les médecins avec qui on travaille, on a un très beau taux de résultat parce qu'évidemment, on va prendre que les dossiers qui sont gagnables. Les autres dossiers, on va pas. Parce que nous, on ne donne pas faux espoirs aux gens, pas dire aux gens à passer 2 ans ensemble pour au final avoir zéro, ça n'a aucun intérêt. J'ai envie de peut-être préciser qu'il y a des associations telles que Solidéclat qui aident les victimes d'effets secondaires à monter le dossier, parce qu'effectivement c'est... Tout à fait. Solidéclat. Comment? Solidéclat. Ils sont juste là. Si vous Ah oui, vous êtes juste en face. Allez-y. Et qu'on est obligé d'en passer. Ça coûte pour une victime pour faire la déclaration, faire tout le dossier, parce qu'en général, les enfants ont Alors, financier. encore une fois, du point de vue de l'avocat, et je parle sous le contrôle de mes confrères, nous, on a pris le pari justement de ne pas facturer tant que les gens ne recevaient pas d'argent. Et s'ils ne reçoivent rien, ne rien leur facturer. Les frais, c'est essentiellement des frais de médecins de recours qui peuvent être pris en charge, je vous dis, par les organismes que je vous ai évoqués tout à l'heure. Voilà, ce serait ça éventuellement les frais, donc il faut compter peut-être entre 1 000 et 3 000 euros à peu près. Quoi. Voilà. Sachant que c'est des frais qui sont remboursés, qui peuvent être payés par l'assurance habitation, par la carte bleue ou par la mutuelle. Mais les médecins de recours, ils interviendront que si une déclaration de la pharmacologie, pas spécialement. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est une condition quand vous saisissez l'ONIAM. Première question, c'est ce que vous avez fait votre formation, donc autant la faire directement, c'est plus sérieux. Pour passer par l'ONIAM. Non, passer par l'avocat qui va saisir l'ONIAM. D'accord. Voilà. Parce que l'ONIAM, encore une fois, le fait d'y aller seul, forcément, on ne sait pas quoi mettre en avant, peut-être que le dossier sera rejeté, et il y a surtout, on a affaire à des gens, dans le boulot, c'est d'enterrer les dossiers quand même. Ouais. C'est quand même. D'ailleurs, pour la petite histoire, le patron de l'ONIAM, le premier patron de l'ONIAM était aveugle. Alors, est-ce que c'est un symbole ou pas, je ne sais pas. Il était aveugle, donc... bon, voilà. Mais en tout cas, l'ONIAM, c'est une très belle idée. Le problème, c'est que ça ne suit pas au niveau indemnisation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on saisisse après le tribunal pour avoir une indemnisation correcte. Et pour l'assurance habitation, c'est au moment des faits? Exactement, très bonne question. C'est les assurances que vous aviez au moment de l'injection. Ah oui. Donc, imaginez, quelqu'un se fait injecter aujourd'hui, le 31 janvier, il veut faire une procédure 2 ans après, entre-temps il a changé d'assurance, c'est l'assurance qu'il avait au moment de l'injection.
vraiment c'est gentil. intéressant. Ça fait plaisir. Une dernière question, allez-y. Concernant le délai de prescription. Très intéressant. Oui. Alors nous, on est très tranquille par rapport à ça, parce que le délai de prescription commence à partir de la consolidation. Bon. Et la consolidation, c'est en gros où votre état ne va pas forcément changer. Ça ne veut pas dire que vous êtes guéri. Voilà. Et ça, en général, les personnes victimes, ils ne sont jamais consolidés. Il y a toujours un truc qui se dégrade, quelque chose qui ne va pas. Donc là, on est très tranquille par rapport à ça. Mais par contre, nous, le conseil qu'on donne, et là pour le coup, c'est de la psychologie. C'est que le juge va mal comprendre que vous avez un effet secondaire en 2022 et que vous allez le voir en 2025. Il va pas ce que je veux dire. Et ensuite, il y a un autre phénomène psychologique. On remet toujours à demain. Donc ça, c'est quelque chose, plus vous attendez, et moins il y a de chances que vous le ferez. Voilà. Là, c'est humain. Mais en tout cas, sur les délais, il n'y a aucun souci. On est vraiment large. Vraiment large. Mais il ne faut pas trop attendre. Voilà. Par contre, mon mari, jamais il aura des jambes. D'accord ? Jamais il aura d'autres jambes. Non, mais c'est une horreur. C'est une horreur. On peut pas. Voilà. Et en plus, moi ce que j'ai remarqué, c'est en termes d'ingénierie sociale, le vaccin AstraZeneca a été utilisé pour faire vacciner les autres avec d'autres produits. Pourquoi ? On a dit, regardez, AstraZeneca est dangereux, on le retire. Bon, très bien, parce qu'il peut causer des thromboses ou des choses encore plus difficiles. Qu'est-ce que les gens se sont dit ? Ils se sont dit, mais attendez, AstraZeneca est dangereux, on le retire. Si Pfizer, on l'a pas retiré, c'est qu'il n'est pas dangereux. Vous voyez à quel point ces gens sont pervers, brillants. Non mais honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des gens brillantissimes. Brillantissimes. Parce qu'en retirant le vaccin AstraZeneca, les gens se sont dit, bah ça va. Pfizer n'est pas retiré, donc je peux avoir confiance. C'est d'une perversité, mais c'est machiavélique. C'est-à-dire que c'est presque beau, quoi. Donc vous savez, quand on était jeune, il y a le prof de maths qui s'extasiait dans une équation. Là, c'est pareil, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et qu'ils se sont servis de leur propre turpitude pour aller encore plus dans le truc. Alors, je condamné 109 fois. Exactement, c'est ça. Sur la ville du Creusot, en Saône-et-Loire, ils ont rappelé en fait énormément de personnes qui avaient fait leur première dose, en leur disant voilà, revenez, ces doses ne sont pas efficaces, je ne sais plus quel terme ils emploient, donc ils sont revenus se faire vacciner. Mais il y a des gens qui avaient fait en première dose l'AstraZeneca, et là ils leur ont dit attention, maintenant on ne fait plus l'AstraZeneca, donc on est obligé de faire une dose Moderna ou Pfizer, ils l'auront fait. Et ils ont été considérés comme étant primo-vaccinés. Donc ils ont été à leur troisième dose, ils n'avaient qu'une seule dose de contamination. Alors ça c'est très intéressant ce que vous dites. Et il y avait un autre phénomène, c'est que ceux qui avaient fait Pfizer, on leur proposait Moderna et vice-versa. Pourquoi ? Comme ça on ne sait pas qui a fait quoi. Bah oui, voilà, on ne sait pas qui a fait quoi. Et pour aller dans votre sens, Fini Coton montre que par exemple pour Pfizer, ceux qui avaient fait secondaire dans les 14 premiers jours n'étaient pas comptés comme effet secondaire. C'est incroyable. Alors que nous, quand on présente un dossier devant une commission d'experts, le premier critère, c'est la proximité entre l'injection et les effets secondaires. C'est le premier critère. C'est incroyable. Et juridiquement, c'est justement, faut que vous puissiez prouver que ce soit tel ou tel vaccin qui provoquait les effets indésirables. Parce que, du coup... Alors nous on est très tranquille par rapport à ça parce que la jurisprudence a évolué sur ce point-là. C'est-à-dire que si on a plusieurs responsables, on les met tous dans la cause et ça n'empêche pas l'indemnisation. On n'a plus besoin de savoir qui fait quoi, mais c'est là aussi pour d'autres litiges. Par exemple, si jamais vous avez un dentiste qui vous a détruit, vous voyez un deuxième qui vous a détruit, un troisième qui vous détruit, avant vous disiez mais écoutez, on ne peut rien faire pour vous, on ne sait pas qui a fait quoi. Maintenant, on met tous les dentistes dans la cause et c'est les assureurs qui se battent entre eux. Dans ce cas, vous serez indemnisé. Et pour le vaccin, ça ne pose pas de problème. Mais en fait, ils ont fait ça, le changement de vaccin, notamment pour le pénal, parce qu'ils avaient peur du pénal. Comme je vous dis, aujourd'hui, le pénal est inopérant. Mais peut-être que s'il y a un changement de gouvernement, il sera efficace. Mais donc, eux, ces gens qui nous gouvernent, ils pensent au futur. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy supprime de la loi le délit de haute trahison, le type il a derrière la tête, il se dit peut-être que dans quelques années, je vais passer devant un juge, que ça va être chaud pour moi, quoi, vous voyez. Donc ils voient très loin, les gens qui voient très très loin. Nous on voit peut-être à demain, une semaine, eux ils voient dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils voient très très loin. Très très loin. Petite question, ce que vous avez dit par rapport au fait que
je vais pas réussir à expliquer, mais par exemple, moi j'avais fait l'hépatite B et le Covid en 2 ans, enfin j'en ai fait 5. Et du coup, je sais que les deux ont joué. Oui. Et du coup, je pense que ça pourrait expliquer, enfin, rentrer en compte de ce que vous avez expliqué. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, il faut faire ce type de procédure. Parce que si on ne le fait pas, on regrettera toujours de ne pas l'avoir fait. Et voilà. Donc mais je vous dis, on a une part de nous qui nous dit non, on ne va pas le faire, c'est trop compliqué, ou ça va nous rappeler des mauvais souvenirs. On a tendance à oublier, à tourner la page. Les assurances sont très forts. Par exemple, pour les accidents de la route, vous êtes étonnés, il n'y a que 30% des gens qui sont indemnisés. Pourquoi? Parce que vous dites, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je relance l'assurance, mais oui, en même temps, ça va me rappeler l'accident. Donc voilà, 30% des gens indemnisés. Même dans les cas où il n'y a pas de débat. Quelqu'un traverse la rue qui se fait écraser par une voiture, la personne ne va pas faire de procédure. C'est incroyable. Bon, écoutez, bon congrès, et puis écoutez, on pourra merci. On va discuter ensemble après.